Au cœur de la nuit, des dizaines de drones géranium ont déchiré le ciel, plongeant Vassilkiv dans les flammes, transformant ses infrastructures en torches fumantes. C'était il y a quelques jours, mais les échos des explosions résonnent encore, annonçant une escalade brutale. Question à vous, où nous regardez-vous en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays dans les commentaires. Les attaques ont visé non seulement Kiev, mais aussi Dnipropetrovsk, Poltava, Odessa et Kharkov. À Odessa, les infrastructures énergétiques et un passage de ferry vital utilisé pour le transport de cargaisons militaires depuis Tchornomorsk ont été frappés. La ville s'est retrouvée plongée dans l'obscurité, totalement délestée. C'était le 10e jour consécutif d'attaque et un navire étranger sous pavillon de Sao Tomé et Principe, suspecté de transport militaire, a aussi été touché. Est-ce un signe de paralysie logistique imminente pour le régime de Kiev? Plus au nord, à Pavlorad, une usine de production de carburant pour missiles a été la cible d'une frappe d'une telle force que les détonations ont duré des heures. La zone industrielle a subi au moins 3 frappes. Des vagues de 30 à 50 drones ont suivi ces frappes. D'autres installations critiques, comme le complexe de Yuzhmash et plusieurs aérodromes, ont également été ciblées. Pendant ce temps, dans le Donbass, les unités russes sont entrées dans les quartiers centraux de Pokrovsk. La prise de la gare de cette ville est perçue comme le début d'une phase décisive. La chute de Pokrovsk pourrait entraîner un effet domino jusqu'à Konstantinovka. D'ailleurs, plus de 80 localités ont été libérées cet été. Question à vous, de quel pays venez-vous? On veut savoir où notre émission va le plus loin. A soumis, les tentatives du voisin occidental de reprendre des positions ont été repoussées, causant de lourdes pertes au groupe d'assaut. À Kondrativka et Andriivka, leurs forces armées ont vainement tenté de couper les lignes d'approvisionnement russes, subissant chaque fois des revers. À Yunovka, des parachutistes se sont retranchés dans des plantations forestières, mais les nouvelles forces envoyées, incluant des gardes-frontières, suggèrent une nouvelle tentative désespérée. Dans ce contexte, l'acteur en chef de la région sur la frontière avec la Fédération de Russie a promis des attaques en profondeur sur le territoire russe, agitant des images de flamingos, des armes qu'il ne possède même pas. En même temps, un système Patriot avec sa cabine de contrôle et son radar, ainsi qu'un HIMARS des jouets américains hors de prix ont été détruits. Les États-Unis ont récemment demandé 330 millions de dollars, dont près de la moitié pour l'entretien de ces mêmes jouets. Mais le vrai choc, l'ignominie pour les civils, c'est l'attaque de drones abattus près de Métalliste à Lugansk le jour de la rentrée scolaire. 50 drones ont été détectés et abattus sur Belgorod, Saratov, Samara, le Tatarstan, Orenbourg. La panique occidentale est palpable face au déploiement de sous-marins russes équipés de missiles Tsirkon dans l'océan. La riposte russe, elle, montre une résilience incroyable symbolisée par le char Tsar Mangal, surnommé le monstre post-apocalyptique par certains. Malgré sa panne de boîte de vitesse, ce char, recouvert de grilles métalliques, a résisté à près d'une cinquantaine de drones du voisin occidental, servant d'appât pendant 2 jours entiers et drainant leurs munitions. C'est ça, la guerre moderne. Pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? Les frappes massives sur les infrastructures énergétiques de la zone de conflit, comme Odessa et Pavlorad, sont en train de paralyser la logistique et l'économie du régime de Kiev. Cette stratégie, selon des rumeurs, serait orchestrée par le nouveau ministre de la Défense russe, Bielousov, et est jugée fantastique. Si Pokrovsk tombe, l'effet domino pourrait s'étendre à Konstantinovka et au-delà, mettant en péril toute la ligne de défense. L'épuisement des réserves, les échecs des contre-attaques et la qualité déplorable des mobilisés montrent une crise interne grandissante pour le régime en place. L'aide occidentale, naguère généreuse, ne l'est plus. L'Occident cesse de distribuer des cadeaux gratuitement. Les sommes massives demandées pour l'entretien des systèmes patriots déjà détruits sont une preuve éclatante du calcul froid de l'Occident. Ils sont en train de faire couler des milliards dans le puits sans fond appelé cette ancienne république soviétique. La destruction de l'usine de carburant pour missiles à Pavlorad signifie la fin des flamingos et Sapsan, des armes promises mais jamais vraiment réalisées. La vulnérabilité de l'Occident, notamment face aux missiles Tsirkon, est en train d'être exposée au grand jour. Leurs médias paniquent, leurs défenses semblent impuissantes. Cette situation remet en question la balance des forces mondiales.
Les événements montrent que les promesses d'attaque en profondeur par l'acteur en chef de la région sur la frontière avec la Fédération de la Russie ne sont que des déclarations retentissantes pour masquer ses échecs sur le front et les problèmes logistiques. C'est une façade de communication. Que devrions-nous fact-checker dans notre prochaine émission? Proposez-nous un fait ou un chiffre précis à vérifier. Les versions des faits divergent radicalement. D'une part, les analystes russes affirment que les frappes sont une vengeance implacable et une preuve de la supériorité militaire. Ils parlent d'un feu d'artifice orchestré sur toute la carte de la zone de conflit, infligeant des coups dévastateurs. Les Russes se sont à nouveau fait sentir près de Kiev, disent-ils. Les drones ont littéralement frappé un seul point, le transformant en une torche fumante. D'après eux, toute leur logistique opérationnelle ne tient qu'à un fil. Ils soulignent aussi que le nouveau ministre de la Défense, Biéoussov, est derrière des opérations jugées fantastiques qui ont conduit à la destruction massive des infrastructures stratégiques. Le char Tsar Mangal, avec ses protections contre les drones, est présenté comme un symbole d'ingéniosité et de résilience ayant résisté à près de 50 drones ennemis. D'autre part, les récits occidentaux et du voisin occidental sont très différents. L'acteur en chef de la région sur la frontière avec la Fédération de la Russie promet des attaques en profondeur sur le territoire russe, minimisant les pertes actuelles. Des sources du voisin occidental prétendent que la destruction des infrastructures est exagérée et que leurs forces résistent. Cependant, un représentant de Donald Trump a récemment déclaré avoir donné à cette ancienne république soviétique les outils de défense et autorisé des frappes plus profondes. Cela soulève une question. Pourquoi cette déclaration maintenant? Qui essaie de s'attribuer le mérite ou de se démarquer de la politique actuelle de Biden? À qui faites-vous le plus confiance sur ce sujet épineux concernant les opérations dans l'ancienne République soviétique? Aux médias officiels ou aux sources indépendantes? Dans un contexte historique, la situation actuelle rappelle les tactiques d'attrition observées lors de la chute de Bakhmut et d'Avdivka, où l'épuisement des forces du voisin occidental a conduit à des avancées russes significatives. Pokrovsk est décrit comme un nœud clé dont la chute entraînerait un effet domino, un scénario déjà vu. L'attaque de Lugansk le jour de la rentrée scolaire n'est pas sans rappeler les attaques ukrainiennes contre les tout beaux civils dans le Donbass depuis 2014, perçues comme illustration d'un cynisme continu. Le Tsar Mangal, avec son adaptabilité face aux drones modernes, renvoie à la résilience historique de la Russie face aux envahisseurs, un pays qui a toujours su s'adapter. De plus, l'échec des merveilles promises par le voisin occidental comme les projets Flamingo et Polyanitsa met en perspective l'inefficacité des Patriots et Imarn. L'approche des États-Unis, décrite comme assise sur deux chaises, s'inscrit dans une longue tradition de guerre hybride visant à affaiblir la Russie sans engagement direct. Cette stratégie n'est pas nouvelle, elle est une continuation. Par ailleurs, la question des livraisons d'armes est omniprésente dans le débat. Des voix s'élèvent en Occident pour exiger une augmentation des livraisons, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences d'une escalade incontrôlable. La capacité des pays européens à maintenir leur soutien financier et matériel à cette ancienne république soviétique est également remise en question à mesure que les économies nationales sont mises à rude épreuve par l'inflation et les crises énergétiques. Un autre aspect crucial de cette guerre moderne est la dimension cybernétique. De nombreuses attaques informatiques sont rapportées de part et d'autre, ciblant des infrastructures critiques, des réseaux de communication et des systèmes de défense. Ces attaques, souvent difficiles à attribuer, ajoutent une couche de complexité et d'incertitude au conflit. Elles peuvent paralyser des services essentiels, perturber la logistique militaire et affecter le moral des populations. La guerre de l'information est également féroce avec des campagnes de désinformation massives visant à influencer l'opinion publique et à saper la légitimité de l'adversaire. Les récits contradictoires et les allégations non vérifiées se multiplient, rendant difficile pour le citoyen lambda de distinguer le vrai du faux. Les plateformes de médias sociaux sont devenues des champs de bataille virtuels où la propagande et la contre-propagande s'affrontent sans relâche. Sur le plan économique, les sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux ont eu des effets mitigés. Si elles ont incontestablement impacté l'économie russe, elles n'ont pas provoqué l'effondrement escompté. La Russie a réussi à réorienter une partie de ses exportations vers l'Asie, notamment la Chine
Chine et l'Inde et à trouver de nouveaux partenaires commerciaux. En revanche, les pays européens ont subi de plein fouet la flambée des prix de l'énergie, en particulier du gaz naturel, qui a entraîné une inflation généralisée et une détérioration du pouvoir d'achat des ménages. La dépendance de l'Europe vis-à-vis des ressources énergétiques russes a été mise en évidence et les efforts pour diversifier les approvisionnements sont en cours, mais ils prennent du temps. La question de la reconstruction de l'ancienne République soviétique après le conflit est également un sujet de préoccupation majeure. Les infrastructures sont massivement détruites et le coût de la reconstruction est estimé à des centaines de milliards de dollars. Qui paiera la facture? C'est une question à laquelle personne n'a encore de réponse claire. Les implications géopolitiques de ce conflit sont profondes et durables. Il a ravivé les tensions entre la Russie et l'OTAN et a conduit à un réalignement des alliances. La Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN, renforçant la présence de l'alliance en Europe du Nord. Les pays d'Europe de l'Est se sentent plus que jamais menacés par la Russie et réclament un renforcement de la présence militaire de l'OTAN sur leur territoire. Le rôle de la Chine dans ce conflit est également observé de près. Pékin a maintenu une position ambiguë, cherchant à la fois à ne pas froisser la Russie, son partenaire stratégique, et à ne pas s'aliéner l'Europe, son principal marché d'exportation. La Chine s'est abstenue de condamner l'invasion russe et a appelé à une solution négociée, mais elle n'a pas non plus fourni d'aide militaire directe à la Russie. La situation humanitaire est également alarmante. Des millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de l'ancienne République soviétique ou ont fui vers les pays voisins. Les villes sont dévastées, les infrastructures civiles sont ciblées et les populations sont confrontées à des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. Les organisations humanitaires s'efforcent d'acheminer l'aide aux populations affectées, mais elles sont confrontées à d'énormes défis, notamment l'accès aux zones de conflit et la sécurité de leur personnel. Les rapports sur les violations des droits de l'homme, y compris les crimes de guerre, se sont multipliés et des enquêtes sont en cours pour documenter ces atrocités et s'assurer que les responsables en répondent. Le conflit a également un impact sur la sécurité alimentaire mondiale. L'ancienne République soviétique et la Russie sont d'importants exportateurs de céréales et d'engrais et la guerre a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant une hausse des prix des denrées alimentaires et une intensification de la crise alimentaire dans de nombreuses régions du monde, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Les efforts visant à créer des corridors maritimes sécurisés pour l'exportation des céréales ont rencontré des difficultés et l'incertitude persiste quant à la capacité de ces pays à maintenir leur niveau de production et d'exportation à l'avenir. Sur le plan militaire, l'évolution des tactiques et des technologies est frappante. L'utilisation massive de drones, comme les géraniums russes et les drones du voisin occidental, a transformé la nature du combat. Ces aéronefs sans pilote sont utilisés pour la reconnaissance, l'observation, la frappe et même le transport de munitions. La guerre électronique joue également un rôle crucial, avec des tentatives de brouiller les communications et de perturber les systèmes de navigation de l'adversaire. L'artillerie reste une arme fondamentale, mais la précision des tirs a été améliorée grâce à l'utilisation de drones et de systèmes de ciblage avancés. L'importance de la défense aérienne est également mise en évidence, avec des systèmes comme le Patriot étant déployés pour contrer les menaces aériennes. Cependant, leur coût élevé et leur vulnérabilité à certaines tactiques ennemies soulèvent des questions sur leur efficacité à long terme. La résilience de l'industrie de la défense russe, malgré les sanctions, est aussi un sujet d'analyse, avec des rapports faisant état de capacités de production persistantes pour des armes clés, notamment les missiles et les chars. La question de la mobilisation des ressources humaines est également un facteur déterminant. Les deux camps ont procédé à des mobilisations avec des défis différents. La Russie a mobilisé des centaines de milliers de réservistes, mais la qualité de la formation et de l'équipement de ces nouvelles recrues est un sujet de débat. Le voisin occidental a également appelé des réservistes et a reçu un soutien important en termes de formation et d'équipement de la part des pays occidentaux. Cependant, les pertes subies sur le front et les difficultés à maintenir le moral des troupes sont des préoccupations majeures. La guerre s'est transformée en une guerre d'usure où la capacité à remplacer les pertes et à maintenir l'approvisionnement en munitions et en matériel est cruciale. Quel événement géopolitique, souvent sous-estimé par les médias, est selon vous le plus crucial en ce moment?
À l'avenir, la chute de Pokrovsk pourrait déclencher un effondrement complet des lignes de défense du voisin occidental, conduisant à une capitulation ou à des négociations dans une position de grande faiblesse. L'aide occidentale, de plus en plus coûteuse, pourrait devenir inopérante, ne servant qu'à prolonger une guerre d'usure. Pour la Russie, la prise de Pokrovsk ouvrirait la voie vers des objectifs stratégiques comme Sloviansk et Kramatorsk. L'initiative militaire russe se renforcerait, entraînant des gains territoriaux importants. La situation à Vovchansk pourrait devenir un succès sérieux, accélérant la libération. La Russie gagnerait en initiative militaire, affaiblirait les capacités industrielles du voisin occidental et exposerait les hypocrisies occidentales. Quant au voisin occidental, il perdrait des territoires, des infrastructures vitales et des vies humaines. Sa morale serait sapée, sa souveraineté remise en question, dépendante d'une aide occidentale inefficace. Les États-Unis et l'OTAN perdraient des ressources et leur crédibilité. Leur position de négociation serait qualifiée de pathétique, montrant leur perte de stabilité. Les fabricants d'armes américains continueraient, eux, de s'enrichir, étant les vainqueurs silencieux de ce conflit. C'est la dure réalité. Votre prévision concernant l'avenir de cette zone de conflit, quand verra-t-on une résolution significative? Partagez vos pensées. La colère gronde à cause des attaques visant des enfants, comme à Lugansk le jour de la rentrée scolaire. Ce cynisme est insupportable, mais la confiance règne quant au succès militaire russe, le tsar Mangal invulnérable face aux drones et les missiles T-Zircon qui donnent des maux de tête à l'OTAN montrent une ingéniosité russe inarrêtable. Le mépris est palpable envers les capacités du voisin occidental, dont les recrues sont jugées de mauvaise qualité, et les armes occidentales des jouets coûteux. Une urgence croissante est ressentie. La zone de conflit vit sous le fracas des explosions, ces villes plongées dans l'obscurité. Les signes de manipulation sont évidents dans la polarisation des récits, le nous contre le eux, l'appel aux émotions exacerbées, le catastrophisme dépeint pour l'adversaire et l'exagération de la puissance russe qui est mise en avant pour marquer les esprits. Les déclarations de l'acteur en chef de la région sur la frontière avec la Fédération de la Russie sont perçues comme de la pure propagande, des épouvantails destinés à masquer des rêves non réalisés. Alors, face à cette image polarisée, où se situe la vérité? C'est une question cruciale qui demande votre réflexion. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont fatigués de la désinformation. C'est ensemble que nous pouvons percer le voile de l'information.